Bonjour. Voilà, nous arrivons au bout de Sweet Sixteen, puisque c'est aujourd'hui le dernier épisode de ce confit de lecture. On se retrouve dès vendredi avec un nouveau livre, plus léger. N'hésitez pas à proposer ce nouveau confit de lecture à vos petits frères et vos petites sœurs. Ce livre devrait plaire dès 8 ans, je pense. Bonne écoute et à bientôt. Planté sur l'estrade de la classe, le principal Thompson était grave. Hier soir, votre camarade Grace Anderson a été agressée à quelques pas du lycée. Molly sentit son cœur se soulever. Elle tourna la tête vers le bureau vide où s'asseyait habituellement la jeune fille et eut envie de hurler. Grace Anderson, agressée, l'une des rares blanches à oser lui parler. La seule qui lui avait déjà souri. Cela ne pouvait pas être un simple hasard, on avait voulu le lui faire payer. Dans la classe, les étudiants étaient stupéfaits. Judy Griffin explosa en sanglots bruyants. Dorothy Mitchell fixait le principal, la bouche à demi ouverte, visiblement secouée. À côté d'elle, Brooke Sanders battait frénétiquement des paupières. Sa peau avait pris une teinte légèrement grisâtre. Après quelques minutes de confusion, Molly leva la main. Pour une fois, personne ne l'insulta. La jeune fille ne put décider s'il s'agissait de décence ou simplement de distraction de la part des autres étudiants. Mrs. Olson fit un petit signe de tête à Molly, l'autorisant à parler. Cette dernière s'adressa au principal. « Est-ce qu'elle va bien ?»« Oui. Elle n'a pas été blessée sérieusement. Mais ne vous attendez pas à la revoir avant la fin de l'année. »« A-t-on retrouvé les coupables ?» demanda Anton. Thompson secoua la tête. « Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Une enquête est ouverte. Les parents de Grace ont porté plainte. » 1 heure plus tard, la nouvelle s'était répandue dans tout le lycée. La popularité de Grace était telle que tout le monde ne parlait que de cela, dans un mélange d'horreur et d'excitation. En l'absence d'informations supplémentaires sur les conditions de l'agression, la rumeur allait bon train. Molly entendit dire que Grace avait été violée par 3 hommes noirs, désireux de venger les humiliations subies par leur père au lycée central. Pourquoi elle ? Le hasard. Conrad Bishop fit remarquer Acide. Bien entendu, dès qu'un truc du genre se produit, ça ne peut qu'être de la faute de ces primates de noirs. Thelma hocha la tête. J'espère franchement qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Si les faits sont avérés, c'est notre dernier jour au lycée. Conrad, tu peux dire adieu à ton diplôme. Molly ne dit rien. Elle pensait à Vince. Bien entendu, jamais il n'aurait pu commettre une chose pareille. Mais la violence et l'agressivité qui l'animaient lui firent songer qu'en effet, un noir aurait pu passer à l'acte. La stupidité était la chose la mieux partagée au monde. Aux alentours de 11 heures, la police pénétra dans l'enceinte de l'établissement. En silence, les étudiants s'écartèrent pour laisser passer les officiers. Quelques filles se trouvèrent mal. Les forces de l'ordre quittèrent le lycée 1 demi-heure plus tard, encadrant la seule personne qui avait formellement été identifiée par la victime. Sherwood Sanders, menotté et visage fermé, se laissa mener tant bien que mal dans la fourgonnette des policiers. Little Rock, le 29 avril 1958. Chère Grace, je ne sais pas si je te reverrai un jour, alors je t'écris ces quelques lignes. J'espère qu'en voyant que la lettre vient de moi, tu ne la jetteras pas. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable de ce qui est arrivé. Je me dis que si je n'étais pas venue te remercier ce jour-là, tu ne m'aurais peut-être jamais reparlé par la suite. À l'heure où tu lis ces lignes, tu serais en train de réviser pour les examens de fin d'année. Je sais bien que ces mots n'effaceront pas ce que tu as vécu, mais je tenais à te dire à quel point j'ai été heureuse de croiser ton chemin. Tu as été, je crois, la seule à me donner l'impression que nous n'avons pas fait tout cela pour rien. J'en porte ce souvenir avec moi. Il est précieux. J'espère que tu vas aller mieux, que tu ne nous en voudras pas d'avoir cru en nos chances, d'avoir essayé de faire avancer les choses, d'avoir rêvé d'égalité. Je me permets de t'embrasser. C'est facile par papier interposé. Bon vent à toi, Molly Costello. PS.
J'espère que cette lettre arrivera à temps. J'ai eu du mal à trouver ton adresse. » Coincée entre les 4 murs du salon, Molly attendait que la retransmission radiophonique commence. Elle enrageait. La cérémonie de remise des diplômes allait commencer et elle ne pouvait pas y assister. Elle se dirigea brutalement vers la porte d'entrée qu'elle ouvrit à la volée. Elle porta son regard au-delà des toitures en direction du stade Quigley, là où l'événement se déroulerait. Comment la nuit pouvait-elle être aussi normale, aussi silencieuse, alors que le moment était si décisif? « Vous vous rendez compte ?» lança-t-elle en revenant au salon. « Conrad va être le premier noir à être diplômé du lycée central. Et aucun d'entre nous ne sera là pour voir ça. Ses parents ne seront même pas présents. » Molly imaginait Conrad marcher triomphalement sur l'estrade pour venir chercher le précieux papier blanc. Après tout ce qu'ils avaient enduré. C'était tellement fort qu'elle était incapable de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle lâcha, faute de mieux. « Franchement, c'est dégueulasse !» Sa mère intervint. « Molly, moi aussi j'aurais rêvé pouvoir aller l'applaudir. Mais je te l'ai dit et répété, c'est beaucoup trop dangereux. Tu le sais tout aussi bien que moi, aucun noir ne pourra y assister. Même les journalistes un tant soit peu foncés devront rester à l'écart. Mais rien du tout. La cérémonie est placée sous haute surveillance. Il y a la police, le FBI et l'armée. Et tous leurs efforts seront concentrés sur la protection de Conrad. Vous avez entendu ce qu'ont dit les médias ? Il risque sa vie. » Molly savait que sa mère disait vrai. Tous ces moyens très coûteux ne seraient pas déployés si les autorités ne craignaient pas que quelque chose arrive. Surtout que tout laissait à penser que, effectivement, quelque chose se tramait. Un bâton de dynamite avait été retrouvé dans le casier du jeune homme. Il n'était pas allumé, mais le signal était clair. Qui que soient ces éventuels agresseurs, il ne leur restait plus beaucoup de temps pour agir. Mais ils devraient jouer serré. Chéri alluma une bougie. « Allez, viens, on va prier pour lui. » À 20h48 précisément, Conrad Bishop fut appelé à venir chercher son diplôme. Tous les autres étudiants, sans exception, avaient été applaudis à tout rompre. Mais quand Conrad grimpa sur l'estrade, un horrible silence se fit. Devant le petit poste de radio dans leur salon, les 3 femmes se serraient les mains, les paupières closes. Chéri priait, la tête en arrière. « Faites que personne ne lui tire dessus. Laissez-le y arriver. » Quelques secondes s'écoulèrent insupportables. Molly imita sa grand-mère et ferma les yeux comme si ce simple geste pouvait l'empêcher d'entendre des coups de feu claquer. Enfin, un autre étudiant fut appelé et les applaudissements reprirent. Molly souffla un bon coup. L'instant était si fort. Elle éclata en gros sanglots où tristesse et joie se mêlaient. Quand elle eut séché ses larmes, Molly regretta. « Vous avez entendu ? Dans le public, personne ne l'applaudit. Il a dû traverser la scène tout seul, devant tous ces blancs qui... »« Ce n'est pas grave, » coupa Erin. « Dans le reste du monde, des milliers de gens ont applaudi. Lui et vous tous, pour ce que vous avez fait. » Chéri ajouta. « On se fiche de qui l'a applaudi ou pas. C'est un diplôme vivant. C'est tout ce qui compte. » Molly chuchota. « C'est arrivé. On l'a fait. » Sa mère et sa grand-mère l'embrassèrent. Chéri lui posa la main sur le front à la manière du pasteur. « Plus tard, je crois que tu mesureras la force et le courage que tout cela t'a donné. » Molly regarda dans le vide. Ses yeux se posèrent sur le calendrier du frigo qu'elle avait ramassé un peu plus tôt dans la soirée. Elle ne prendrait pas la peine de le remettre à sa place. L'année scolaire était terminée. Chéri ajouta, hésitante. « Peut-être même que tu seras heureuse de l'avoir vécu. » Molly ne répondit pas. Pour l'instant, ce jour lui paraissait très loin. Elle avait fait face à une violence ahurissante. On lui avait volé son innocence et ses 16 ans. Plus rien ne serait jamais comme avant. Heureusement qu'il y avait eu quelques lueurs d'espoir. Danny, son soldat,
sans qui elle n'aurait jamais pu tenir toute une année. Le professeur de sport et Grace Anderson, qui lui avait redonné confiance en l'être humain. Peut-être que ce serait juste une question de temps. On verrait bien. Par la fenêtre de la Bentley familiale, Grace regardait le paysage. Il venait de dépasser Damascus, petite ville verte et immobile, comme figée dans le temps. À peine y avait-elle aperçu quelques habitants. Une femme à la sortie d'un magasin, les bras chargés de plusieurs sacs de papier brun. Des grappes d'enfants qui couraient dans la cour d'une école. Grace songea aux existences incroyables qu'on se crée à cet âge-là et essaya de se rappeler la dernière fois qu'elle avait joué à s'inventer des vies. Il y avait toujours une dernière fois. Affalée à côté d'elle, les pieds entravés par des sacs de voyage, Kate était plongée dans un comic book de Superman. De temps à autre, il émettait quelques grognements, exprimant la surprise ou la satisfaction. À l'avant, ses parents se taisaient. Grace songea que, comme elle, ils essayaient probablement de saisir au vol l'un des souvenirs qui défilaient. Elle passa la main dans ses cheveux courts. Voilà déjà pratiquement 2 mois que ça s'était produit. Mais chaque fois qu'elle touchait ses cheveux, ses doigts n'en finissaient pas d'être surpris. Elle soupira. Cette fois, c'était bel et bien terminé. Après son agression, ses parents n'avaient pas hésité. Son père avait demandé sa mutation dans une autre ville. Ils avaient mis la maison en vente, réglé tous les papiers et trouvé une nouvelle place à leur bonne. Ils étaient partis de Little Rock il y a 2 heures et filaient droit vers le nord. Toute la famille déménageait à Cincinnati, Ohio. La seule chose que Grete regretterait de son ancienne vie, ce serait Minnie. Si sa bonne avait essayé de ne pas pleurer, Grace l'avait fait pour 2. Pourquoi était-ce au moment de quitter certaines personnes que l'on réalisait à quel point on les aimait ? Grace se baissa pour attraper sa sacoche de cuir. Elle la mit sur ses genoux et en sortit la petite boîte que Minnie lui avait remise. Pour après, avait-elle dit, avec son sourire rond. Grace tira sur le nœud de satin bleu et souleva le couvercle de carton. Elle esquissa un sourire. C'était une paire de collants. Un petit mot avait été déposé au fond. Pour tes Sweet 16, Minnie. En faisant glisser ses doigts sur le nylon, Grace eut honte. Finalement, elle ne savait pratiquement rien de cette femme qu'elle adorait. Où vivait-elle ? À quoi ressemblaient ses enfants ? Riait-elle souvent ? Elle n'avait jamais vraiment pris la peine de s'y intéresser. Tout comme à Molly Costello et à ses 8 autres étudiants noirs dont elle mesurait maintenant l'incroyable courage. Depuis que ça lui était arrivé, elle était convaincue qu'ils avaient eu raison et que leur combat était juste. Ce qu'elle avait vécu démontrait justement à quel point la situation était grave. Elle avait été passée à tabac parce qu'elle avait parlé à des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau. En fait, peut-être qu'elle avait toujours su que ce combat était juste, mais qu'elle n'avait jamais eu l'aplomb de se l'avouer. Elle ne savait plus très bien. Grace essaya d'imaginer Molly Costello en train de sourire. Elle ne l'avait jamais vraiment vue autrement que le visage fermé, de peur qu'une attitude plus ouverte puisse être considérée comme une provocation. À quoi pouvait-elle bien ressembler quand elle riait ? « Putain, c'est bien !» Kate s'était relevée, la tête encore pleine de ces images de BD. Grace se remit à regarder le paysage défiler. Ces images à elle, celles d'une Molly Costello, qui souriait, lui plaisaient aussi. Par la suite. Dans la réalité, seuls 8 des 9 étudiants terminèrent leur année. Après l'affaire du Chili, Minnie Jean Brown fut en effet définitivement renvoyée, cette fois pour avoir répondu à des insultes. À la rentrée suivante, en 1958, l'intégration ne fut pas poursuivie au lycée central. Conforté par les résultats d'un référendum populaire, le gouverneur Phobus préféra user de ses prérogatives en fermant les 4 lycées publics de la ville, empêchant noirs comme blancs de suivre les cours. L'année fut baptisée The Lost Year, l'année perdue. Ce n'est finalement qu'en 1960 que les établissements scolaires rouvrirent leurs portes, sous l'injonction de la Cour suprême des États-Unis. Les étudiants d'origine afro-américaine y furent toujours aussi mal accueillis, subissant moqueries, brimades et brutalités en tout genre. Pour poursuivre leurs études, les 9 de Little Rock déménagèrent ou s'inscrivirent à des cours par correspondance. Melba Pattillo s'installa en Californie,
où elle fut accueillie par George et Carol McCabe, un couple de blancs et ses 4 enfants. Après avoir obtenu son diplôme, elle commença à écrire pour divers journaux et magazines et embrassa la carrière de journaliste dont elle avait rêvé. En 1999, Melba Pattillo et les 8 autres étudiants reçurent le Congressional Gold Medal, la plus grande distinction qui puisse être remise à un citoyen américain. Seules 300 autres personnes la possèdent. En décembre 2008, ils furent invités par Barack Obama pour assister à son investiture en tant que premier président afro-américain des États-Unis. Ils sont reconnus comme des acteurs majeurs de la lutte pour le mouvement des droits civiques. Âgée de 71 ans, Melba Pattillo vit aujourd'hui à San Francisco, où elle enseigne le journalisme.